Demande de l'aide et monsieur pose la question des diverses législations, l'attitude des différents pays vis-à-vis de cette demande. Vous avez évoqué ces questions, mais effectivement, on peut y revenir. Damien Leguet. Non, je voudrais juste, pour répondre à votre question, rebondir sur ce que disait le professeur Kayat. Il y avait deux choses, il me semble, qui étaient intéressantes de voir. C'est qui émet ou qui demande la mort. Est-ce que c'est le malade lui-même, d'une part? Est-ce que c'est la famille? Et effectivement, le professeur Kayat donnait cet exemple de, finalement, voilà, elle ne m'a pas donné ce que je voulais, donc elle peut mourir. Mais j'aurais pu donner d'autres exemples beaucoup plus humains. Voilà. Hein, les familles étaient fantastiques. Voilà. Bon, forcément, en 10 minutes, il faut donner des choses un peu voilà. complexes. Non, mais je disais juste, effectivement, d'où vient ce désir de mort? Qui émet ce désir de mort? Et est-ce que ce désir de mort correspond à effectivement une volonté parfaite, complète, clairement exprimée, ou à quelque chose qui vient plus de la famille ou vient plus d'autre chose que de la personne en question? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, et je rebondis toujours sur ce que disait le professeur Kayat, c'est l'utilité, le coût et le fait de considérer que peut-être, pour des raisons économiques ou pour des raisons qui tiennent à l'idée que l'on se fait de l'humanité, hein, des hommes humains, peut-être que l'on peut être amené à considérer que certains, parce que effectivement ça va coûter très cher pour les 15 jours, 3 semaines, 2 mois, 6 mois qui suivent, ou parce qu'effectivement il est dans un état de délabrement trop fort, on pourrait être amené à considérer qu'effectivement cette personne-là, n'ayant plus d'utilité, n'ayant plus de raison de vivre, que sa vie n'a plus de raison d'être prolongée, à ce moment-là, elle pourrait tomber dans la conscience, l'inconscient, etc., des uns et des autres, dans la personne qui doit ou devrait demander ou exprimer, ou qu'on entendrait plus particulièrement si elle demandait de mourir. Troisième chose, il faut, et je me réfère en particulier à un philosophe qui s'appelle Zygmunt Bauman, il faut se méfier ou prendre en considération aussi notre société liquide, comme il dit, ou un certain nombre de références ou de référents clairement solides, des foi, des convictions, des croyances, des humanités communes, etc., s'affaisse progressivement au profit donc de cette liquidité des relations humaines, des liens, etc. Bon. Et, dit Bauman, le risque est de considérer que la société de consommation dans laquelle nous sommes nous inclut nous-mêmes, êtres humains, au point que, qui dit consommation, dit ce qui se consomme en fonction de son utilité, mais aussi, quand la consommation est terminée, qui a comme vocation de rejoindre la poubelle parce que cet objet-là est devenu un déchet. Donc la question, c'est de dire, est-ce que cette idée du déchet ne déteint pas aussi sur la claire idée que nous nous faisons les uns des autres, des humains qui n'ont plus d'utilité et qui n'ont plus de raison d'être consommés, entre guillemets, ou qui ont vocation à être traités comme ça. Donc ça, c'est le premier élément, c'est qui comprend cela et pourquoi faut-il comprendre cela. Après, et puis je m'arrêterai là, mais après, toute la question, et je pense en particulier effectivement à l'affaire Bonne Maison, là, qui a été soulevée récemment. Reprécisez-la. Donc, oui. Le docteur Bonne Maison a été accusé d'avoir pratiqué l'euthanasie de façon isolée, voilà, finalement, d'avoir pris des décisions d'arrêter la vie d'un certain nombre de malades tout seul, sans avoir consulté personne. Hein, voilà. C'est bien ça. Donc la question, si vous voulez, qui se pose pour cette affaire-là, je ne suis pas juge, donc je ne rentre pas dans cette problématique-là, mais c'est juste de dire l'écoute de cette volonté qui aurait été émise. A-t-elle été partagée, mise en commun? Est-ce qu'elle est polyphonique, comme je me permettais de le dire, ou est-ce qu'elle émane d'un individu seul qui considère, parce qu'il est médecin, qu'il a tout pouvoir sur les individus, de manière à décider tout seul, dans l'acception effectivement un peu ancienne, telle que le professeur Kayat l'a indiqué, que lui peut
décider qui doit mourir, qui doit vivre, et donc que cette concertation, cette mise en commun, ce dialogue. Donc voilà, donc c'est la question effectivement du partage. Donc c'est pour ça qu'il faut reformuler, me semble-t-il, cette question de l'expression de la volonté, à la fois dans des éléments de société, à la fois dans qui comprend quoi, pour aller peut-être jusqu'au bout dans cette humanité partagée qui laisse à supposer qu'effectivement il y a peut-être quelque chose derrière, ou que peut-être ce qui est dit de façon forte et évidente n'est peut-être pas si fort et si évident que ça dans ce seul désir de mourir, mais qu'il y a quelque chose derrière. Merci Damien Leguet. Je voudrais poser une question au professeur Caillat qui prolonge celle de monsieur. C'est, ce que vous êtes en train de poser comme question, monsieur, fait référence à quelqu'un qui exprime une volonté forte. De fait, qu'est-ce qui se passe avec les différents malades ? Certains n'ont pas eu les mêmes trajectoires de vie, donc ils n'arrivent peut-être pas en cette situation si difficile de la même manière, ne se comportent pas de la même façon. Peut-être que ce sont des gens qui ont eu l'habitude de prendre des décisions, de donner des ordres, d'autres qui ont été plutôt à l'écoute, ont reçu des ordres, ne se comportent pas de la même manière. Donc la demande n'est pas la même. Et pourtant, vous avez affaire à un malade, à un patient en fin de vie. C'est la même situation, mais ce n'est pas la même personne. Donc comment vous réagissez aussi à cette question de monsieur ? Bien, je réagis en reprenant un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être en l'explicitant davantage, mais c'est qu'il n'y a pas de règle. Bien sûr qu'il y a des patients qui sont en situation intellectuelle, spirituelle, de décider que réellement ils veulent que l'on les aide à mettre fin à leur vie ou qu'ils souhaitent mettre fin à leur vie eux-mêmes. Mais il est très important de savoir écouter jusqu'au bout la volonté de ce malade. Parce que d'abord, ce malade, il a le droit de changer d'avis. Parce qu'il a le sentiment que tout n'a pas été dit, notamment avec sa famille, avec ceux qu'il aime. C'est pas parce qu'un lundi matin, quand vous faites la visite, le malade va vous dire, écoutez, dans l'intimité d'une chambre où vous faites sortir tout le reste de l'équipe, va vous demander de mettre fin à sa vie, qu'il faut immédiatement mettre fin à sa vie. Parce que rien n'indique que demain, que cet après-midi, il n'aurait pas voulu vivre encore un peu plus pour parler encore davantage. Alors donc, attention. Deuxièmement, attention parce que ce que pense un malade, il aurait fallu que nous fassions tous des études de médecine pour être préparés à la maladie et préparés à la médecine et aux soins que la médecine va prodiguer. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, attention à une chose, c'est qu'un patient peut être manipulé, heureusement la plupart du temps involontairement, par les propos du médecin, par les propos de l'équipe soignante. Parfois, c'est vrai aussi, volontairement, et c'est dramatique, mais parce qu'un médecin peut imposer sa doctrine, sa vision du monde à des êtres affaiblis par la maladie, par la chimio, par les rayons, par les amputations, par tout ça, et par la société qui a une telle image. Moi, je suis cancérologue, je soigne la seule maladie qui reste aujourd'hui, il y avait le sida il y a encore 15 ans, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui, la seule maladie qui soit associée à autant de stigmates de la société, avec cette idée de fatalisme, c'est comme une étoile que portent ces gens sur la... Donc, il est relativement facile de manipuler tous ces patients et de les amener à penser comme nous. Mais sauf que ça n'est pas ma vie. Ma vie, elle est en dehors de ce travail. C'est la vie de ce patient qui compte. Et je dois la respecter en tant que telle, avec ses croyances à lui, pas celles que moi je vais lui imposer sur la valeur de la vie, sur l'utilité de la vie, sur la définition de la vie. Tout à l'heure, on parlait de la vie, mais la vie, ça ne veut rien dire. Pour chacun d'entre nous, la vie est différente. Moi, bien sûr qu'aujourd'hui, bien portant, je me dis que si demain je me faisais un coup du lapin et que j'étais tétraplégique, la vie ne vaudrait pas le coup d'être vécue. Mais combien ai-je vu de tétraplégiques qui étaient ravis de vivre ? D'accord ? Et qu'est-ce que je penserai moi le jour où ça sera mon tour ? C'est une question qui me hante tous les jours de ma vie. Est-ce que j'accepterai moi aussi la chimio ? Est-ce que je ferai semblant d'y croire, comme le font aussi souvent tant de patients dans ma consultation ? Tout ça, attention à penser que c'est aussi clair que ça, que ce qui est dit un jour a valeur de vérité gravée dans le marbre de façon définitive. Vraiment, vraiment, il faut faire attention à ça. Mais bien sûr que si une volonté est exprimée, si elle est exprimée jusqu'au bout, si elle est exprimée dans la cohésion d'une personnalité rassemblée, d'une personnalité qui n'est pas morcelée, détruite, abîmée par la maladie, par le parcours de soins dont vous avez parlé, par toutes ces biographies. Il ne faut pas penser que 2 cancers du sein sont 2 cancers du sein. Ce sont 2 individus qui n'ont pas la même biographie, qui n'ont pas le même vécu jusqu'au moment où arrive la question de leur mort.
Et donc, si vous ne vous intéressez pas à ça, si vous limitez votre réflexion à ces quelques derniers instants qui se ressemblent tellement d'un malade à l'autre, alors vous appliquerez la même recette, mais elle n'ira pas à chacun de ces malades. Donc, encore une fois, bien sûr, il ne faut jamais dire jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il faut être à l'écoute et avec beaucoup d'humilité, accepter de faire ce qu'il faut en fonction des moments. Alors voilà, je crois que rien n'est interdit, notamment dans les nouvelles lois, rien n'est interdit. Alors après, juste un dernier mot, parce que je ne peux pas m'empêcher à chaque fois, mais parce que c'est mon expérience, de chaque fois que je parlerai d'un malade, de parler aussi du médecin en face de lui, parce que c'est bien beau le dialogue, et je l'ai vécu. Parce qu'avant d'être cancérologue, je me suis intéressé à un truc plus facile, c'était la réanimation chirurgicale. J'avais à peu près le même nombre de malades qui mouraient. Ceux-là, ils ne parlaient pas parce qu'ils étaient intubés. Mais simplement pour vous dire, il y a un médecin en face. Et on a beau dialoguer, c'est vrai qu'en réanimation, on le voit, en réanimation, on discute toujours entre nous pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Mais il y a deux éléments qui différencient cette situation de celle que nous vivons, nous, les cancérologues. La première, c'est que là, en l'occurrence, quand il y a euthanasie, c'est une euthanasie passive. C'est-à-dire qu'on ne fait plus rien. Vous avez vu cette femme qui dit « mais les antibiotiques ne marchent plus, on ne sait plus quel germe ». Eh bien, c'est bon, on ne donne plus d'antibiotiques et la vie va s'arrêter au bout d'un moment dans ce qu'on appelle un choc septique incontrôlé. Par contre, en cancérologie, ça n'est pas ça du tout. En cancérologie, si on veut provoquer la fin de vie, il faut un geste actif. Il faut effectivement donner des médicaments qui vont accélérer la fin de la vie. Donc, il y a un geste actif. Deuxièmement, deuxième grande différence, c'est qu'on a beau dialoguer avec toute l'équipe pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ce malade. Il y a un moment, quelqu'un qui va faire le geste. Et ça, lui, il est seul au moment où il le fait. Et une fois qu'il l'a fait, il faut qu'il retourne à la vie, il faut qu'il retourne à son bureau, il faut qu'il retourne auprès de sa femme et de ses enfants. Et ce n'est pas forcément facile d'être celui qui fait le geste, ou qui même débranche, si ce n'est pas un geste vraiment actif dans réanimation. Mais c'est très compliqué, donc n'oubliez jamais que c'est toujours un dialogue, c'est toujours deux êtres finalement. Moi, je pense que ce qui résume le mieux ma vision de ce problème de fin de vie, de l'euthanasie, etc., c'est qu'on est toujours tout seul face à la mort. Et cette phrase s'adresse aussi bien à celui qui va mourir qu'à celui qui est en face de lui et qui est son médecin. Merci, professeur Caillatte. Dans le petit film, je crois qu'il y a quelqu'un qui utilise cette phrase « La mort est venue », justement essayant peut-être de se dédouaner, de ne pas être dans un geste actif. Christelle Didier, qui interviendra dans une table ronde de cet après-midi, je crois que vous avez une question. Tout à fait. C'est sûr que l'un et l'autre, vous avez beaucoup parlé de mort, c'était un peu le sujet, mais le cancer et la mort, c'est sûr que pour vous, c'est extrêmement associé, évidemment, 10 000, 15 000 individus, les cas les plus graves qui viennent à vous. Mais je pense qu'en face de vous, ici, sont assis des hommes et des femmes, dont je fais partie, pour qui le cancer fait partie de l'histoire, mais qui espèrent bien mourir d'autre chose un jour, puisque aujourd'hui, c'est beaucoup plus possible que ça ne l'était il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et donc, c'est d'espoir que j'ai envie de parler et que j'ai envie de vous renvoyer, parce que je pense que vous vouliez parler d'espoir. Et je pense que le fait qu'il y ait un tel, je tremble un peu, un tel stigmate est quelque chose qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Il y a toujours ces nombres de morts, mais il y a tous ces vivants qu'on n'avait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, et qui malgré tout, et j'ai vraiment lutté contre ça, et mes enfants de 7 et 10 ans ont volontiers dit quand j'étais en traitement « Ah maman, elle a un cancer » et tout. Et parce que ça me paraissait une obligation de donner une image qui était plus en relation à ce qui est aujourd'hui, que quelqu'un qui a eu un cancer peut continuer à travailler, peut continuer à être universitaire, peut continuer à aller à l'usine, et que, pas tous, mais que certains oui, et que certains se retrouvent dans des énormes difficultés professionnelles à cause de cette association. Et je comprends que, vu votre notoriété, vu les cas que vous voyez, vous disiez c'est un soin qui va jusqu'à la mort. Pas forcément. Et je pense que l'espoir, j'ai vu beaucoup de femmes faire des défilés de mode, des femmes cancéreuses comme moi faire des défilés de mode depuis 2 ans pour montrer une autre image. J'ai trouvé ça absolument fabuleux, plein de vie. Et je pense qu'il y a ici, assis en face de vous, des hommes et des femmes pour qui associer cancer et mort, c'est justement pas la parole d'espoir qu'on attend aussi de vous. Donc j'ai envie de vous renvoyer Madame, écoutez, je vous remercie de me dire ça, mais figurez-vous que dans la salle tout à l'heure, j'ai dit, moi je ne souhaite pas m'exprimer sur la mort et sur l'euthanasie et sur les fins de vie, parce que ceux qui connaissent mon parcours et qui connaissent mes combats, c'est moi qui ai fait le plan cancer, la charte de l'UNESCO contre le cancer. C'est la première fois qu'on a osé parler des héros ordinaires et essayer de déstigmatiser le cancer, c'est par les travaux que j'ai faits. Je suis le premier qui a vraiment essayé de se battre. Enfin, je pense que toute mon histoire est là. Il suffit de taper sur ma biographie. Je me bats
uniquement pour ça depuis des années. Mais bon, on a étrangement souhaité commencer cette matinée, un samedi matin ensoleillé, par la mort. J'ai dit, moi, je trouve ça, vous vous rappelez, que là-bas, j'ai dit, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais bon, puisqu'on a souhaité le faire, je ne peux pas redire, je ne vais pas parler quand on me passe le micro, donc je vais m'exprimer. On a eu la gentillesse de m'inviter, je me dois quand même de m'exprimer. Mais voilà, je suis 2000% d'accord avec vous. Même si moi, je ne vois pas tellement de malades guérir, heureusement, je sais que de plus en plus de malades guérissent. Et si, par exemple, je me suis bagarré pour que les malades qui ont eu un cancer aient droit à prendre une assurance vie pour pouvoir prendre un prêt bancaire, pour pouvoir se relancer dans la vie. J'ai parlé de ce retour à la pleine citoyenneté. Même aujourd'hui, nous n'y arrivons pas en France. Vous savez que même la Convention Bélorgé, elle ne fonctionne pas. La loi que j'ai fait voter pour obliger à ce qu'il n'y ait pas une surprime trop importante pour les patients qui avaient eu un cancer, je n'arrive pas. La seule chose que je suis arrivé à faire, c'est qu'il n'y a plus les sociétés de crédit ne sont plus autorisées à demander s'il y a eu un cancer pour les prêts à la consommation de moins de 15 000 €. C'est déjà ça. Ce n'est pas de quoi acheter un appartement, mais voilà, ça permet de relancer un petit peu sa vie après un cancer. Mais vous savez très bien que malheureusement, la société française n'est pas encore prête à se libérer complètement de ces stigmates, contrairement à la plupart des sociétés anglo-saxonnes. Et nous devons, vous, patients, moi, patient potentiel, avec un homme sur 2 atteint du cancer, je vais vous dire, moi, je n'attends que le jour où ça sera mon tour. Depuis le temps que je vois ça, un peu comme les soldats à Verdun, qui voient tomber leurs copains et qui disaient que ça allait être leur tour un jour ou l'autre. C'est le même phénomène qui s'applique à tous ces cancérologues, mais dans cette volonté, dans cet engagement qui est de changer l'image du cancer. Donc n'hésitez pas, ne croyez pas que je ne souhaitais parler que de la mort, je ne souhaite surtout ne jamais en parler, et je l'ai fait, j'espère l'avoir fait avec beaucoup d'humanité, mais simplement parce que c'est aussi mon quotidien. Mais mon quotidien, c'est aussi de donner de l'espoir. Alors, qu'est-ce qui pourrait convaincre, notamment les hommes politiques, mais peut-être les assureurs, tous ceux qu'il y a à convaincre pour changer cette image? Christelle, vous parliez de femmes atteintes du cancer qui faisaient des défilés de mode pour changer ne serait-ce que l'image. On sait encore le poids qu'ont en France les scientifiques, les chercheurs, les médecins qui tiennent un discours aussi sur les nouvelles molécules, les nouveaux types de traitements, les avancées de la recherche. Est-ce que c'est par ce biais que vous pourriez convaincre que oui, on peut être atteint du cancer et vivre très longtemps, vivre avec ce cancer, avec des rémissions, peut-être même une très longue vie, 10 ans, 15 ans. Comment voulez-vous convaincre? Alors, puisque vous nous dites, il y a une réticence et il y a une non-application de la loi, comment faire? Vous allez dire que je suis, encore une fois, comme ça, dans la volonté déterminée à ne pas donner de recettes. J'ai essayé. S'il y a bien quelqu'un qui a essayé, c'est moi. Plan cancer, 1,7 milliard d'euros. 5 ans de travail auprès du gouvernement avec Chirac, Raffarin, Villepin, etc. L'Institut national du cancer, les premières campagnes pour parler du cancer autrement, etc. Donc je l'ai fait, mais je peux vous dire, vous l'avez dit un tout petit peu au début, comme ça n'a pas dû être facile. Non, ça n'a pas été facile du tout, et quel bonheur ça a été de retourner m'occuper de mes malades. Mais en même temps, je peux vous dire, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile parce que, et les raisons sont multiples. D'abord parce que c'est très compliqué le cancer, et que les gens ont du mal à comprendre qu'est-ce que c'est et à en faire une maladie comme les autres. Qu'est-ce que c'est le cancer? Un corps humain, c'est constitué d'1 million de milliards de cellules. Eh bien, un jour, chez vous, chez moi, il y a une cellule au milieu de ce million de milliards qui devient maligne parce qu'elle mute son patrimoine génétique, elle a une mutation, et à partir de ce moment-là, elle s'emballe dans un processus qui est un processus de type parasitaire. Elle est dans le corps de son hôte, d'où elle vient, dont elle a les gènes, elle est identique au reste du million de milliards de cellules qui composent cet individu, sauf qu'elle rentre dans un processus compétitif où elle va se multiplier à l'infini et finalement finir par prélever l'énergie, la nourriture, le sang des cellules normales jusqu'à ce que ces cellules normales cessent de vivre. Et une cellule normale, vous le savez peut-être, mais elle est éternelle, elle ne meurt jamais. Une cellule cancéreuse ne meurt jamais, sauf si on la tue, d'où l'importance du traitement dans le cancer. Il n'y a pas de guérison spontanée du cancer. Quand on vous en raconte une, c'est une blague, ça n'existe pas. Il faut traiter le cancer. Alors, traiter, ça peut être juste de l'enlever avec de la chirurgie, ça peut être beaucoup plus lourd que ça, mais en tout cas, une cellule cancéreuse, elle est éternelle, elle a arrêté son horloge qui lui fait comprendre, comme à chacune de nos autres cellules, le temps qui passe et la vieillesse qui arrive et la nécessité de partir pour laisser la place à une autre cellule plus performante, jeune, qui lui succédera. Donc, c'est une maladie banale sur les phénomènes physiopathologiques
qui concourt à son émergence, à l'apparition du cancer. Mais pourtant, dans la vision de la société, et dans la vision de la société, en réalité, dans la vision de chacun de nous dans la société, le cancer est une maladie à part. Deuxièmement... Alors qu'on en a parlé dès l'Antiquité. Mais elle a toujours existé. C'est Hippocrate le premier qui en a parlé, Galien après. Enfin, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais le cancer a toujours accompagné la vie pour une raison simple, c'est que les gènes du cancer, ces fameux oncogènes, ne sont rien d'autre, en réalité, on le sait, que les gènes de la vie. Parce qu'on a dit une cellule cancéreuse, c'est quoi? C'est une cellule qui se multiplie, 2, 4, 8, 16, 32. Et si vous réfléchissez bien, il y a bien une situation dans laquelle cette multiplication 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. arrive de façon physiologique, normale. C'est quand un spermatozoïde a fécondé une ovule dans l'utérus d'une future maman et que cette première cellule vivante en donne 2, 4, 8, 16, 32 pour finir par faire un embryon, un fœtus, un enfant et un être humain. Ce sont les mêmes gènes qui concourent à la vie et qui concourent au cancer. Donc, voilà la difficulté à vaincre cette maladie. Elle est à l'essence même elle trouve son origine dans l'essence même de la vie. Mais cette maladie n'arrive pas à devenir banale parce que les gens n'arrivent pas à la comprendre. Une autre raison, c'est parce que le cancer, ça vient de nous-mêmes. Et quelque part, on peut en avoir honte. On peut se cacher cette vérité. Le sida, tout le reste, ça vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui nous attaque, c'est des comportements, c'est tout ce qu'on veut. Un accident de voiture, on a bu. Mais là, c'est une de nos cellules. Personne ne nous l'a donnée, celle-là. Personne ne nous l'a transmise. On se l'est faite. C'est une de notre million de milliards de cellules qu'on a fabriquées nous-mêmes avec nos propres gènes qui nous attaquent. Donc ça aussi, c'est compliqué. Parce qu'on peut se protéger de l'extérieur, on peut se protéger des autres, on peut se protéger de tout ce qu'on veut, et des virus, et de tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas se protéger de nous-mêmes. Ensuite, parce que cette perte d'espoir qui concourt à cette stigmatisation du cancer, mais les journalistes ont un rôle aussi. Alors les médecins, vous allez me dire bien sûr aussi, mais parce qu'il y a eu des over-promesses. On n'arrête pas régulièrement, encore il y a 48 heures. Ce sont les politiques qui ont commencé. Je me rappelle Nixon Non, Nixon a fait le premier plan cancer, comme Chirac, mais il n'y avait pas un plan cancer qui disait... Alors Nixon a fait, effectivement... On pensait qu'ils allaient mettre beaucoup d'argent, comme quand on allait sur la Lune. Voilà, assez d'argent et on allait trouver. Mais si vous voulez regarder l'anecdote, il y a encore 48 heures, on m'appelle... une chaîne de télé, puis quelques minutes après une chaîne de radio pour me dire, voilà, il y a une dépêche des chercheurs qui ont trouvé une protéine qui empêche le développement des métastases chez la souris. Et ils voulaient en faire l'ouverture du journal, etc., de 20h. Mais j'ai dit, mais c'est ridicule. Mais à force de faire des promesses ridicules comme ça, les gens finissent par croire que c'est incurable. Alors que c'est curable. Parce que quand vous entendez ça à la télé, mais que le lendemain, vous apprenez au bureau que votre collègue que vous avez vu sans cheveux pendant quelques semaines, finalement ne vient plus parce qu'elle est morte, eh bien vous vous dites, mais c'est quoi cette réalité? Et vous n'y croyez plus. Donc, je ne vais pas revenir parce que la matinée ne serait pas suffisante pour dire pourquoi cette maladie est stigmatisée. Elle est stigmatisée en France, mais nous devons tous nous battre. D'abord, une des autres raisons, c'est que nous n'avons pas... Voilà, ça que je vais me faire agresser là. Il nous manque une vraie association uniquement faite de patients, dirigée par des patients. Ça, c'est ce qui existe dans les sociétés anglo-saxonnes, où vous avez des coalitions de femmes atteintes de cancer du sein, etc. Nous, en France, l'association qui représente les cancéreux, c'est quelque part un peu la Ligue nationale contre le cancer. Sauf que le président de la Ligue contre le cancer, c'est un cancérologue. Et c'est vrai que moi, c'est mon métier. Mais je sais la différence qu'il y a entre prescrire une chimiothérapie et la voir couler dans ses veines. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit celui ou celle qui voit couler la chimio dans ses veines, celui ou celle qui sent sa vie menacée, celui ou celle qui guérit devra retourner à la vie normale en se battant de nouveau contre la société pour avoir sa place de nouveau dans cette société. Je voudrais que ce soit ces gens-là qui parlent, comme dans les sociétés anglo-saxonnes. Alors peut-être que l'image changera. On n'a pas d'outing. Vous savez, le truc, je suis homosexuel, bon, de grandes vedettes qui, en cours de carrière, disent j'ai un cancer. On a ceux qui n'ont plus de carrière, qui à la limite le disent, et c'est vrai que ça relance les lumières sur eux. Mais pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'un artiste jeune, 42, 45 ans, qui va annoncer qu'il a un cancer, d'accord, un acteur de cinéma, une actrice de cinéma, si elle annonce à la télé qu'elle a un cancer, vous imaginez combien j'en ai soigné, hein, combien j'en soigne, eh bien si elle l'annonce, elle ne pourra plus signer pour un film dans 18 mois. Pourquoi? Parce que l'assurance ne va pas assurer le film. D'accord? Parce que l'acteur principal, l'actrice principale a un cancer et que l'assureur, lui, continue de penser avec ses tables actuaires, etc., que peut-être il ne sera pas là au moment du film, donc il va refuser d'assurer le film. Et donc le producteur va refuser de prendre l'acteur. D'accord? Et donc c'est pour ça que tout le monde se tait. On est dans le silence global. Il y a les médecins qui parlent du cancer, du droit des malades, ce que je viens de faire devant vous ce matin, et c'est mon combat, et je prendrai mon bâton de pèlerin, et je continuerai de faire le tour du monde pour défendre le droit des malades. Mais c'est des médecins qui parlent. Moi, ce que j'aimerais, comme dans les sociétés anglo-saxonnes, c'est que ce soit des malades qui parlent. Alors, Monsieur le maire, et ensuite une question derrière. Monsieur le maire.
Donc, je voudrais vous relater un cas tout à fait atypique qui ne se réfère pas nécessairement au cancer. Il s'agit du cas d'un père de l'ami qui avait été diagnostiqué donc, par l'équipe soignante en situation de fin de vie. Au bout d'un certain temps, l'équipe soignante a commencé à exercer des pressions, évidemment, pour qu'on mette fin aux soins, pour qu'on débranche, comme on dit vulgairement. La famille s'est opposée. Finalement, l'équipe soignante a quand même mis fin aux soins. Eh bien, cette personne est ressuscitée. Elle avait 94 ans à l'époque. Elle en a 99 à l'heure actuelle et elle pianote joyeusement sur son ordinateur tous les jours. Voilà. Alors. Mais je peux vous raconter, il y a 3 mois, on m'appelle au chevet d'une malade en soins palliatifs terminaux dans un autre hôpital. Et effectivement, elle était dans le coma, sous morphine à forte dose, et les médecins avaient décidé d'arrêter. Et puis quand j'ai regardé bien le dossier, j'ai vu qu'en fait, elle avait on me dit, elle ne bougeait plus, de toute façon, etc. C'était la fin de vie. Je regarde le dossier, elle avait une métastase dans le lobe frontal. Et quand le lobe frontal est touché, c'est comme la lobotomie dans Nid de coucou, c'est-à-dire que les gens n'ont plus d'envie, n'ont plus de volonté. Et j'ai dit, mais probablement, si on enlève cette métastase, elle va se relever, elle aura une volonté et tout. Et finalement, j'ai convaincu la famille. La patiente est venue, on lui a enlevé sa métastase. 3 jours après, elle marchait, elle vivait et tout. Donc, bien sûr qu'elle va malheureusement, cette patiente avait des métastases ailleurs, mais elle ne va pas guérir. Mais en tout cas, c'est trop complexe pour tirer des recettes. N'attendez pas de moi de vous parler de recettes. Monsieur. Oui. Eh bien, je vous ai entendu parler de prise de décision et de la difficulté de ces prises de décision, mais je ne vous ai pas entendu parler trop de vérité. Peut-être que je fasse ma conférence à un moment donné, parce que on a vraiment commencé à l'envers ce matin. Le philosophe Alain a dit « on ment quand on ne dit pas la vérité à qui on la doit ». Et je voudrais vous entendre parler, aussi bien le philosophe que le médecin, de votre face-à-face avec la vérité quand vous devez la vérité à un patient. Ben voyez, j'avais peut-être finalement pas tort. Allez-y, allez-y. Donc, écoutez, effectivement, quand on m'a demandé, quand j'ai reçu cette invitation très sympathique de Monsieur le maire de venir parler ici, d'abord je pensais que c'était une pure table ronde, puis on m'a dit il y aura un exposé quand même pour chacun d'entre vous pendant une quinzaine de minutes, et on m'a dit mais de quoi voulez-vous parler, de l'euthanasie? On m'a poussé vers ça, mais j'ai résisté, j'ai tenu bon, et j'ai finalement cédé ce matin, mais j'ai écrit à Madame Jégu en disant non, je voudrais parler du droit à la vérité et de l'opposer, ou en tout cas de le mettre en confrontation avec le droit à l'espoir. Et le sujet que vous verrez sur le programme, je pense, c'est droit à la vérité, droit à l'espoir. Alors, encore une fois, sachez que tout ce dont je vais vous parler, comme quand j'ai parlé de l'euthanasie ou de la fin de vie, c'est 30 ans d'expérience de ce métier, 30 ans d'expérience dans les hôpitaux. Mais je vais vous dire, tout ça a commencé, pour moi, ce problème de la vérité et de l'espoir, quand j'étais tout jeune interne, j'étais interne depuis même pas 1 an, j'étais interne dans le service dans un des grands services de cancérologie en banlieue parisienne. Et un jour, vraiment c'était le début de ma formation, et je rentre dans la chambre d'un malade italien, je m'en souviens très bien, il devait avoir même pas 30 ans, et il avait une leucémie en 4e ou 5e rechute. Et je suis rentré dans la chambre avec le chef de service. Et ce chef de service, malheureusement, à l'époque, était malade et avait une espèce de dépression maniaco-dépressive. Et malheureusement, ce jour-là, il était plutôt dans une phase dépressive. Et nous sommes rentrés dans la chambre et il a expliqué au malade, qui lui posait des questions, c'est vrai, mais avec toute la pudeur et en même temps l'inquiétude qu'il peut y avoir dans ces questions de la part d'un malade qui se sait souffrant de rechute en rechute. À votre avis, est-ce que je vais m'en sortir ? Et le médecin, à l'époque, je vous parle de 1980, il y a 30 ans aujourd'hui, plus de 30 ans, ce médecin lui a dit non, malheureusement, il vous reste que quelques semaines à vivre et il n'y a pas de traitement pour vous. Et nous sommes sortis, j'ai fini la visite, et quand je suis revenu pour parler à ce malade et essayer de lui redonner un petit peu d'espoir, il s'était jeté par la fenêtre. C'est ma première confrontation avec ce droit ou ce devoir de vérité. Mais je vais vous donner d'autres anecdotes, et notamment une autre anecdote. Un peu plus tard dans ma carrière, j'étais jeune chef de clinique, là, j'étais plus jeune interne, et j'ai été chef de clinique dans le service d'un grand cancérologue, qui était donc mon maître, comme on dit, et que j'aimais profondément. Et un jour, ce cancérologue m'appelle et me dit, je rentre dans son bureau, et dans son bureau, il y avait une petite pièce annexe où on examine les malades, et il m'a dit, tiens, tu peux aller voir là-bas, j'ai mis une radio des poumons sur le négatoscope, j'aimerais avoir ton avis. Et donc je suis allé dans la petite pièce, je raconte dans un livre qui s'appelle Ne meurs pas,
Et je rentre dans la petite pièce et je regarde la radio, il y avait des métastases dans les 2 poumons, mais il y en avait plein, quoi. Et je l'entends me dire de l'autre pièce, alors qu'est-ce que tu penses, combien de temps il peut vivre ce type? Et je dis, je ne sais pas plus de 3-4 mois. Et je dis, à mon avis, d'ailleurs, il ne va pas tarder à commencer à suffoquer, puisque vous savez que les poumons, ça sert à respirer, et quand c'est plein de métastases, ça ne marche plus. Et il m'a dit, bon, reviens, je reviens dans la pièce, et il s'était assis à la place du malade, il m'a dit, prends ma place, c'est moi, tu vas me soigner. Et deuxième rapport à la vérité, et ce malade, même si c'était un médecin et mon maître, c'était devenu un malade, et ce malade est mort 3 ans plus tard d'autre chose. D'accord ? Ces 2 histoires, pour moi, illustrent un peu ce qu'est cette problématique qui existe lorsqu'on essaie de mettre face à face ces 2 concepts qui sont le droit à la vérité et le droit à l'espoir. Et on pourrait en parler, encore une fois, pendant des heures et des heures, comme on pourrait parler pendant des heures et des heures de l'euthanasie de la fin de vie. Je voudrais parler d'abord du droit à la vérité, on verra le droit à l'espoir, puis on verra un petit peu comment est-ce qu'on peut les mettre ensemble. Alors, ce droit à la vérité, on ne va pas parler du passé. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas ni de droit ni de devoir. Le médecin disait rien, le cancérologue disait oui, vous inquiétez pas, c'est une petite boule que vous avez dans le sein. Le mot boule, c'était vachement pratique parce que ça évitait de parler de tumeur, parce que dans tumeur, il y a tu vas mourir. Et donc on disait pas du tout la vérité. C'est un virus, tout ça. Comme les gens comprenaient pas plus les virus, parce qu'ils n'avaient pas encore le sida, donc ça tombait très bien. Personne ne comprenait rien. Et finalement, le médecin portait toute la responsabilité du savoir de cette fameuse vérité. Mais petit à petit, les choses ont changé. Ils ont changé notamment, je dois dire, grâce à tous les spécialistes des soins palliatifs, parce que finalement, ces gens-là, Salamagne, enfin toute une équipe qui, dans les milieu des années 80, a commencé à travailler, nous a rappelé que ces malades de fin de vie étaient quand même encore, ils avaient une voix, et que nous n'avions pas le droit de cesser de l'entendre, cette voix, sous prétexte qu'il n'y avait plus d'utilité thérapeutique en jeu. Et petit à petit, nous nous sommes rendus compte que derrière la maladie, il y avait des malades, et ça a été l'essor des traitements non mutilants, parce qu'au début, on se disait que l'important, c'est de guérir la maladie, et tant pis s'il fallait amputer les jambes des enfants, enlever les 2 seins, enlever le larynx en laissant un petit trou, qu'on a cette trachéotomie, et tous ces anciens fumeurs sans voix. Ça n'avait pas d'importance. On traitait des maladies, il fallait guérir la maladie, parce que sinon, nous étions en situation d'échec, nous, les grands patrons, nous, les grands médecins. Et donc, qu'importe. On est passé, grâce à eux, à l'idée que finalement, ces gens-là nous parlaient. Et s'ils nous parlaient, il fallait qu'on les entende. Et si on les entendait, il fallait aussi nous leur parlions. Or, on ne parle pas à une maladie, et une maladie ne parle pas. Donc, c'était forcément des êtres humains. Et ce rapport commençait à s'équilibrer. Un malade être humain, un médecin être humain. Et on a commencé à entrer dans ce dialogue. Et puis, avec le plan cancer notamment, et avec tous ces centaines de milliers, 2 millions aujourd'hui de malades anciens cancéreux, guéris probablement de leur maladie en France, nous avons dû, madame, c'est justement l'objet de tout mon combat, penser que derrière ce malade, il y avait un citoyen, et le préparer à la sortie. Le préparer à la sortie veut dire non seulement ne pas l'amputer de la jambe quand on peut, ne pas l'amputer du sein quand on peut, d'où l'essor des traitements conservateurs, ça c'était quand nous étions passés de la maladie aux malades, mais dès lors qu'on parlait d'hommes et de femmes devenus malades et porteurs d'une maladie, 3 étapes au-dessus, il fallait non plus ne pas les blesser, ne pas les casser, ne pas les détruire avec des mots, avec des silences, avec des regards, avec des stigmates. Et là, on s'est aperçu qu'à ce moment-là, la vérité était quelque chose sur laquelle il fallait que nous réfléchissions, parce qu'elle était de nature parfois à briser des gens. Vraiment. Et en fait, se dire que la première chose que nous devions faire, c'était respecter non seulement le passé dont j'ai parlé, ces biographies tellement multiples de tous ces malades, mais penser et respecter aussi à toutes ces futures biographies de tous ces futurs guéris. Car la plupart du temps, quand nous rentrons dans une relation avec un malade, aujourd'hui, dans ma spécialité qui est le cancer, et pardon, j'aurais adoré être peut-être autre chose, mais je ne suis que cancérologue, je suis confronté à une maladie mortelle, mais qui, bien soignée, guérit dans un nombre incalculable de cas aujourd'hui, on est à plus de 60% de guérison. Sachez que dans les cancers du sein, 85% des femmes traitées l'année dernière vont guérir en France. 85%, et que c'est le cas pour plus de 75% des cancers du côlon, 75% des cancers de prostate, etc. Et que la durée moyenne de vie dont vous avez parlé est passée en 10 ans dans un cancer du côlon avec des métastases, c'est-à-dire ce qu'on considérait, moi, quand j'étais jeune, comme une situation incurable. On est passé de 12 mois de survie moyenne aujourd'hui à 48 mois. Je ne vais pas vous faire des chiffres, mais effectivement, on a de plus en plus de malades guéris, et c'est parce qu'ils vont guérir que nous devons respecter non seulement leur passé, mais respecter d'avance déjà leur futur. Et respecter leur futur, c'est ne pas les briser, ne pas les malmener, et en respectant à la fois leur vie, leur combat et leur souffrance. Et je peux vous affirmer que dans une relation quotidienne avec des centaines
de malades, des milliers de malades après 30 ans d'expérience, ce n'est pas forcément facile. Alors, bien sûr, on peut se retourner et se dire, mais le problème de la vérité est réglé en France, puisqu'on a eu la loi Kouchner et que tous les malades peuvent avoir accès à leur dossier via leur médecin traitant sur simple demande écrite, en s'engageant simplement à rembourser les photocopies. Bon, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'à partir du moment où on va rentrer dans cette problématique de vérité, il va falloir nous poser une vraie question qui est quelle vérité ? Simplifier à l'extrême le problème en disant je vais dire la vérité, je dois dire la vérité, etc., c'est trop simple. Il n'y a pas une vérité, il y a de la vérité. La vérité n'est pas un concept, une notion entière que l'on ne peut morceler, que l'on ne peut diviser. Au contraire, elle se divise et ô combien. C'est de la vérité. Je vais donner un exemple qui est quotidien à ma consultation. Combien de malades, une fois le diagnostic annoncé, je pense qu'on aurait pu aussi parler, ou on en parlera peut-être un jour, de cette notion de diagnostic, cette épreuve, cette confrontation avec ce mot, avec ce diagnostic, mais qu'importe. Une fois que vous avez diagnostiqué, que vous avez expliqué le combat, etc., combien de fois un malade va vous poser la question, mais docteur, est-ce que ça se guérit ? Est-ce que je vais guérir ? Est-ce que vous allez pouvoir me guérir ? Mais c'est tous les jours, ça. Et alors, attention à répondre tout de suite à cette question. Parce qu'il suffit que vous preniez quelques instants en disant « Excusez-moi, je vais noter juste le résultat du scanner sur votre dossier » et vous dites « Pardon, c'était quoi la question ? Qu'est-ce que vous m'avez demandé ?» Et vous allez voir que la plupart du temps, mais dans plus de 99% des cas, cette question qui est « Est-ce que ça se guérit ?» elle va se transformer en une question qui est « Est-ce que ça se soigne ?» Et je peux vous affirmer que ce n'est pas la même chose. Parce que ce malade, pendant le temps que vous lui avez donné pour réfléchir à sa question, il est passé de l'idée qu'il était prêt à s'affronter, à se confronter à l'idée que peut-être la réponse allait être non, ça se guérit pas, à l'idée plus confortable qu'il n'avait pas envie d'entendre, aujourd'hui en tout cas, dans le début de ce combat qui commence, la vérité peut-être qui est la sienne, qui est que ça ne se guérit pas. Et il va transformer ce mot, et ce n'est pas un lapsus, il va demander est-ce que ça se soigne ? Et là, bien sûr, ça se soigne. Si vous êtes en face de moi et que je viens de vous proposer un traitement, c'est que je vais vous soigner. Donc si je vous soigne, c'est que ça se soigne. Et je peux vous affirmer que dans l'immense majorité des cas, ce malade ne reposera pas la question, en tout cas maintenant, peut-être plus tard dans une autre étape de ce combat, ce parcours que nous allons mener ensemble, mais dans cet instant précis, il va se contenter de la réponse « est-ce que ça se soigne ?» Est-ce que vous pensez qu'il est humain à ce moment-là de la part du médecin ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est bien, au sens philosophique du terme, d'imposer la réponse à la première question alors que ce malade, finalement, a changé la nature de sa question ? Ou est-ce que vous l'autorisez à changer la nature de sa question ? Est-ce que vous l'autorisez à avoir eu du courage 5 minutes et 5 minutes après d'en avoir eu un petit peu moins ? Et alors, la réponse, elle est mettez-vous à sa place. Et qu'est-ce que vous feriez, vous ? Et moi, je ne sais pas ce que je ferais. Je pense que moi aussi, j'aurais changé peut-être le mot et je serais passé de guérir à soigner. En fait, il y a un principe de vérité, mais ce principe de vérité, il faut le confronter au principe de réalité. Et très souvent, l'autre anecdote l'autre type de situation, c'est ces patients. Encore une fois, avant-hier à ma consultation, un patient m'a dit ça. Il m'a dit, vous savez, tout ce que vous venez de me décrire, le traitement, c'est ça, machin, non, j'ai pas envie, je pense que ça va diminuer ma qualité de vie. Moi, je préfère vivre 5 ans sans traitement que vivre 10 ans avec votre traitement. Mais d'où est venue l'idée de 5 ans ? On n'a jamais dit 5 ans. Ce malade, il avait 3 mois à vivre. Probablement 3, 4, 5 mois, on n'est pas précis comme ça. Mais c'était un cancer du pancréas, très avancé, inopérable, avec des métastases dans tout le ventre et dans le foie. On n'était pas sur 5 ans, on était sur 3, 4, 5 mois. Et personne, ni mon équipe, ni moi, n'avons prononcé le mot de 5 ans. Est-ce que moi, je dois lui dire, non, mais c'est pas ça, monsieur. Hein. Vous n'êtes pas sur 5 ans bien ou 10 ans pas très bien. C'est 5 ans, sur 5 mois, dont d'ailleurs les 3 derniers terribles, hein, contre 7 mois, 8 mois si on fait un traitement, dont une fin accélérée à la fin. C'est ça, les traitements, les chimiothérapies palliatives. Ça prolonge et à la fin, ça va plus vite. Mais est-ce que vous devez lui dire, vous feriez quoi, vous, assis en face de moi ? Moi, j'aimerais bien que quelqu'un vienne me dire quoi faire. Moi, je ne sais pas quoi faire. Moi, je reste dans l'humilité de quelqu'un qui est un artisan, qui recommence son travail tous les jours, 20 fois par jour, devant 20 malades différents. Et je peux vous affirmer que vous cherchez dans le regard une réponse à ce que vous devez lui dire. Et que la seule réponse, c'est d'abord de respecter sa peur, parce que derrière ces mots, il y avait de la peur, et que jamais vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas peur le jour où ça sera votre cas. Je ne parle pas pour vous, je parle pour moi, en disant vous. Ou pour ceux que j'aime, ma femme et mes enfants, mes propres parents. Mais donc rentrer dans cette relation avec beaucoup d'humilité, se dire qu'on aura encore l'occasion dans 15 jours, quand on se reverra, peut-être de réaborder le sujet, peut-être que les choses changeront. Et alors comment vous leur redonnez espoir ? Alors justement, d'abord la première chose, c'est ne pas imposer la vérité, ne pas imposer la réalité, simplement respecter l'autre, ce malade, il vient, il vous fait l'honneur de venir vous confier sa vie malade. Vous devez, lui, en réponse à cet honneur qu'il vous fait, respecter sa dignité et ne pas lui imposer des choses qu'il n'est pas prêt à entendre.
Et en fait, souvent, les gens vous disent, mais comment, les familles vous disent, mais comment faites-vous, quoi. Et je vais vous dire, moi je me rappelle cette anecdote incroyable qui m'a bouleversé pendant des mois et des mois. Un jour, je reçois un vieux monsieur, il avait mis une chemise neuve, un costume neuf, un par-dessus neuf, un chapeau neuf, un vieux monsieur d'Afrique du Nord qui rentre dans ma consultation avec ses 2 filles qui devaient avoir 35, 40 ans, etc. Les gens qui pensaient que le seul moyen de me voir était une consultation privée, ce qui est totalement ridicule. Mais qu'importe, ils étaient dans un effort considérable de venir me voir. Et chaque fois que je posais une question au monsieur, c'est les filles qui répondaient. Le monsieur, il n'a pas dit un mot. Il était entre les mains de ses deux filles. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, monsieur, passez à côté, vous allez vous déshabiller, je vais vous examiner. Il a enlevé le chapeau, le par-dessus, tout ça. Il s'est allongé sur le lit. Et au moment où je l'ai examiné, au moment où j'ai mis mon stéthoscope, il était assis sur le lit, j'écoutais ses poumons dans le dos. Il s'est mis à pleurer. Alors je l'ai réconforté, je l'ai pris dans mes bras, etc. Je lui ai dit, mais enfin, il avait un cancer du poumon avec des métastases et il avait lu les comptes rendus, bien sûr. Et je lui ai dit, mais attendez, il ne faut pas pleurer, on va faire quelque chose, vous allez voir, etc. Bon, finalement, il a arrêté de pleurer. Puis pendant qu'il se rhabillait, moi, je suis revenu dans la pièce. Non, avant de retourner, il s'est séché un peu, je lui ai donné un papier, il m'a dit, je vous en supplie, en chuchotant, il m'a dit, je vous en supplie, dites pas à mes filles que j'ai pleuré. Et je suis retourné m'asseoir pendant qu'il se rhabillait et les filles m'ont dit, écoutez, on a entendu que notre père a pleuré, mais surtout ne lui dites pas qu'on l'a entendu. Voilà. La vérité de ce dont je vous parle, c'est juste ça, et c'est juste ça tous les jours, et ensuite il faut continuer. Donc, c'est un principe très compliqué, ce droit à la vérité. Il faut, à mon avis, toujours, pour ne pas avoir quelqu'un qui saute par la fenêtre, comme je l'ai raconté, l'associer à un droit à l'espoir. C'est, à mon avis, un droit fondamental, aussi fondamental que celui du droit à la vérité. C'est un des droits modernes aujourd'hui, et il a raison d'exister. Je vais raconter encore une fois une anecdote. J'étais jeune cancérologue dans les années 80 et j'étais à la Pitié-Salpêtrière et mon patron de cette époque avant de devenir cancérologue, était hématologue, il s'occupait de leucémie. Et il était à l'hôpital Saint-Louis dans le service du professeur Jean Bernard où on a mis au point les premiers traitements des premières leucémies dans fin des années 60, début des années 70. Et donc, nous allions d'un service à l'autre avec mon patron et nous traversons ce fabuleux jardin de la Pitié-Salpêtrière. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui nous arrête, un type qui devait avoir 45, 50 ans, qui nous arrête et qui dit à mon patron, oh, monsieur le professeur, machin, mais quel plaisir de vous revoir et tout. Mais, enfin, il était très ému, ce jeune homme. Et mon patron lui dit, mais qui êtes-vous? Il dit, vous ne vous rappelez pas de moi? Vous m'avez traité de ma leucémie il y a 25 ans. Et à l'époque, ce malade faisait partie d'un essai d'un nouveau médicament. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas la loi sur les essais thérapeutiques et les médecins faisaient un peu n'importe quoi. N'empêche que ça a permis de découvrir les premiers médicaments. Mais grosso modo, mon patron me l'avait raconté, il y avait tous ces gosses qui mouraient des leucémies dans le service de Jean Bernard, dans les couloirs, dans les chambres. Il n'y avait aucun traitement. Un jour, on apporte un nouveau médicament fabriqué en Italie à mon patron qui était chef de clinique pour le tester. Et il n'y avait pas de règle à l'époque. Donc il a mis 1 mg au premier malade, il est passé à la chambre numéro 2, il a mis 10 mg, à la chambre numéro 3, il a mis 100 mg, à la chambre numéro 4, il a mis 1 gramme. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont eu 1 mg ou 10 mg, ils sont morts de leur leucémie, le traitement était inefficace. Ceux qui ont eu 10 grammes ou 20 grammes, ils sont morts parce que le traitement était toxique. Et ceux qui étaient au milieu, ils avaient eu à peu près la bonne dose, ils ont guéri de leur leucémie. C'était le premier traitement qui a guéri la leucémie dans le monde. Sauf que ce patient-là, il était effectivement dans ce groupe intermédiaire, mais avec une dose un tout petit peu trop forte, et ce médicament a une toxicité cardiaque, et donc son cœur a été abîmé. Donc il a réussi à guérir de sa leucémie, mais son cœur était abîmé. Et il lui raconte, vous vous rappelez, vous m'avez donné tel médicament à l'époque, etc. Et mon patron se rappelle, et il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il lui dit, vous savez, ça m'a abîmé le cœur, votre médicament, à l'époque, il y a 25 ans, et donc mon cœur était foutu, on vient de me faire une greffe cardiaque chez Cabrol. Vous voyez comment 2 fois la médecine a sauvé ce type à la dernière seconde. C'est comme les films, là, la mort, je ne sais pas quoi, qui vient chercher les types. 2 fois, la mort est venue frapper à sa porte, disant, je vais vous prendre avec une leucémie, paf, on a le nouveau médicament. Le cœur ne va plus, paf, on a la greffe du cœur qui vient de sortir. Et ce type-là, 2 fois, se voit sauvé. Donc, il y a un vrai droit à l'espoir. Et combien de fois, moi, depuis cette époque, je vois des gens qu'on croyait perdus vivre encore un peu, non seulement parce qu'on s'était trompé et qu'ils n'étaient pas mourants, mais aussi parce que dans un service comme le mien, où nous sommes très spécialisés dans l'essai des nouveaux médicaments, nous sommes un des 4-5 services en France où on teste les nouveaux médicaments, combien de fois j'ai vu des médicaments actifs redonner de la vie à un certain malade. Alors, là aussi, la question, on a dit, il n'y a pas une vérité, il y a de la vérité, il n'y a pas un espoir, il y a des espoirs. Au début, quand on est dans une relation avec un malade, ce qu'il demande comme espoir, c'est que vous lui donnez l'espoir de guérir. Alors après, vous allez le donner en partie, comme histoire de soigner et guérir. Mais à un moment donné, cet espoir n'est plus tout à fait le même chez ceux chez qui ça ne marche pas. Et encore une fois, heureusement, ils sont minoritaires aujourd'hui, madame. Mais chez ceux chez qui ça ne marche pas, on va passer de l'espoir de guérir à l'espoir de vivre. Et puis petit à petit, à l'espoir de survivre.
Et puis enfin, à l'espoir de vivre encore un peu, jusqu'au mariage de la petite, jusqu'au baptême du petit-fils, jusqu'au retour d'un être cher qui est aux États-Unis, qui doit rentrer parce que j'aimerais bien le voir avant de mourir. Mais c'est vivre encore un tout petit peu. Et puis à la fin, l'espoir, c'est simplement l'espoir de mourir dans la dignité, de mourir sans souffrir, de mourir sans douleur. Mais il n'y a pas un espoir. C'est pas parce qu'il n'y a plus l'espoir de guérir qu'il n'y a plus d'espoir. C'est même parce qu'il n'y a plus l'espoir de vivre qu'il n'y a plus d'espoir. Parfois, donner de l'espoir, c'est juste donner la certitude que l'on mourra accompagné, entouré des siens, sans douleur et sans souffrance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de mon point de vue, ce droit à l'espoir, qui est un devoir du médecin, et ce droit à la vérité, qui est également un devoir du médecin, ces deux droits, ces deux devoirs ne vont pas l'un sans l'autre. Dire la vérité sans donner de l'espoir, c'est tuer deux fois. Bien sûr que dans ces cas-là, grave, parce que annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer du testicule et qu'il va guérir, puisqu'on est à 100% de guérison dans le testicule, ben moi j'adore. Hein. C'est comme si jamais, c'est rien, quoi. C'est vrai qu'il y a 4 cures de chimio, on est guéri. Mais moi je vous parle de situations où on est dans l'incurabilité. D'accord ? Et dans ces situations-là, on se doit de savoir à la fois donner de la vérité, donner de l'espoir, et tout ça sans imposer ni vérité, ni faux espoir, et en se disant bien qu'à chaque fois on est en face d'un cas différent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour les fins de vie, mais c'est également vrai pour tout ce qui est en amont de la fin de vie, et qu'il n'y a pas de recette, qu'il faut savoir s'intéresser à l'autre, s'intéresser et écouter l'autre, écouter ce qu'il ne dit pas, écouter ce qu'il y a dans son regard, faire attention à ce que nous-mêmes nous disons, à ce que nous-mêmes nous exprimons dans une communication non verbale, car les malades sont, quand ils sont dans ce moment très tendu de l'annonce du diagnostic ou de l'annonce de la rechute ou de l'annonce d'un nouveau traitement, etc., mais c'est des éponges à émotions, et si vous ne maîtrisez pas, si vous-même vous n'avez pas su trouver en vous la sérénité nécessaire dans cet instant précis, après vous pouvez être malheureux en famille, vous dire que vous êtes trop gros et qu'il va falloir encore continuer ce foutu régime, etc. Après, mais pendant cet instant-là, il ne faut penser qu'à une chose, votre devoir vis-à-vis de ce malade, il vous fait l'honneur de vous demander de le soigner, vous devez lui faire l'honneur de le respecter, de l'écouter, d'en faire une singularité dans votre vie à un instant particulier de cette vie qui est la vôtre. Et surtout, ne pas imposer l'un sans l'autre, car comme je vous le disais, si vous imposez la vérité, si cette vérité dans ces situations dramatiques est ce qu'elle est, vous tuez deux fois. Bien sûr que le cancer un jour peut-être viendra tuer finalement ce malade, mais vous l'avez déjà tué aujourd'hui, et tout ce qui va rester à vivre à ce malade, c'est simplement l'approche de sa mort. Donc, savoir de toute façon être animé par ce sentiment, même quand vous faites des lettres le matin pour les gens qui sont morts, être animé avec ce sentiment que cette certitude que dans toute guerre, il y a un dernier tué et que dans toute maladie, il y aura un dernier mort. Merci beaucoup. Merci, professeur Payat. Et vous avez pu dire ce que vous vouliez dire enfin.